Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Partout dans le monde via le www.filmguinée.com et nos applications. Bien entendu, vous nous suivez également sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube. Merci à ceux qui nous écoutent à l'intérieur du pays, à travers, bien entendu, la radio Baobab FM à Zérékouré, à Farana, à Lola, à Kankan, à Sigiri. Merci de donc nous faire signe et réagir à nos sujets. Ils sont dans leur position, les Miradors. Talibé Barry, bonjour. Bonjour Mamadouri Diallo, bonjour à nos auditeurs et bonjour à nos amis de MTN Guinée, et notamment à l'ARPT. Vous vous rappelez ce communiqué qu'on a qualifié de suffisamment bavard, mais de très peu informatif. De communiqué laconique. Sur notamment l'octroi, avait-on annoncé, des licences 2G, 3G et 4G à MTN Guinée. On avait trouvé ce communiqué absolument ombrageux en termes de précision par rapport aux licences 2G et 3G, oui. Au point que nous nous étions demandé si jusque-là MTN opérait avec la 2G et la 3G sans licence. Oui. Et finalement, on s'était aussi demandé la 4G après laquelle MTN courait depuis des années dans le sillage donc de Orange Guinée. À combien donc cette 4G avait été octroyée à MTN. Toutes ces informations nous manquaient. Peut-être que du côté de l'ARPT, on nous a écoutés, puisque un communiqué a apporté un certain nombre de précisions, même si nous continuons à nous poser des questions et d'autres encore sur certains aspects de cette affaire de licence de MTN Guinée. On apprend ainsi que le montant total de la licence, donc de la 4G accordée à MTN, ce montant total est de 55 millions de dollars et pour une durée de 10 ans. 55 millions de dollars. Désormais, c'est officiel, c'est à ce coût que la 4e licence, la 4G a été donc octroyée à MTN pour une durée de 10 ans. Un parallèle permet de savoir par exemple que Orange avait, donc la société Orange avait obtenu sa 4G à 90 millions de dollars. Et apprend-on pour une durée également de 10 ans. Qu'est-ce qui explique justement cet écart entre le coût de la 4G de Orange et celui de la 4G de MTN. Peut-être que la 4G ne vaut plus ce qu'elle valait à l'époque, oui. Et que nous sommes bientôt proches pour la disponibilité, si ce n'est déjà pas le cas, de la 5G, parce que certains en parlent dans l'écosystème des télécoms. Je n'en sais pas grand-chose, oui, mais peut-être ça laisse. Peut-être qu'en transition, il y aura la 4G+, parce qu'on nous a parlé ici de 3G+, avant donc la 5G. Toujours est-il que on ne doit pas nous laisser à nos supputations et interrogations. Il faut bien que l'ARPT aille au-delà justement de la simple annonce du coût de la 4G accordée à MTN pour que nous comprenions pourquoi cet écart entre donc MTN et Orange en termes d'achat de la 4G. Il faut des explications techniques. Voilà. Alors, pour ce qui est justement des licences 2G et 3G, dont on a parlé dans le communiqué précédent, l'ARPT précise donc qu'il s'agit d'un renouvellement. Parce que nous nous demandions si jusque-là MTN exploitait la 2G et la 3G sans licence. Finalement, l'ARPT précise que c'est un renouvellement de ces différentes licences qui étaient donc certainement arrivées à expiration, dont la validité était arrivée à expiration et qu'il fallait renouveler. Mais encore que on ne sait pas, parce qu'un renouvellement, quelle année le coût aussi. Quelle année le coût et pour quelle durée encore ce renouvellement des licences 2G et 3G pour MTN, à quel coût et pour quelle durée cela a-t-il été accordé. Donc c'est dire que on félicite l'ARPT qui enfin se ravise et comprend qu'il y a
des éléments d'information supplémentaires au nom de la transparence à donner, mais qu'on l'interpelle pour dire que ce n'est pas suffisant parce que nous en sommes à nous interroger encore sur d'autres aspects qui concernent donc ce dernier communiqué. Bien. Et on espère que d'autres communiqués, pourquoi pas une conférence de presse, justement pour expliquer tout ça à l'opinion. Parce qu'on a assisté à un enchaînement de décisions relatives au secteur de la téléphonie depuis l'avènement du CNRD. Absolument. Dont certaines sont mal comprises, d'autres saluées, comme celle qui a consisté désormais à travers un décret du président de soumettre donc les échanges monétaires à travers la téléphonie, à les soumettre à des taxes, à des impôts, puisque jusque-là, ces transactions monétaires téléphoniques n'étaient soumises qu'à une pression, en tout cas du côté de la Banque centrale, puisque cela se résumait simplement à une transaction monétaire. Alors que c'est via la téléphonie. La téléphonie, absolument. Peut-être l'autre question aussi, est-ce que le coût si vous voulez, du renouvellement de la 2 et la 3G est-il compris dans le coût justement d'achat de la 4G? Non, le communiqué dit le montant total de cette licence. Donc, la licence 4G mobile FDD à l'opérateur MTN. Donc, ce montant est de 55 millions de dollars. Bien. Donc, comme il a dit, des questions... Et peut-être même, il serait bien aussi de préciser en combien de phases cela va être payé. Bien. Parce que nous avons appris que pour Orange a payé... comment dirais-je, c'est 90 millions de dollars en 2 phases dont on ne connaît pas les différents montants. Absolument. Mais c'est en 2 phases que cela avait été payé. Donc de la transparence autour de cette affaire de 4G. Ibrahim Lincoln Souma, bonjour. Bonjour Ori, bonjour à tous les bagarres de Kalom, à mes amis, les populations martyrs de l'Axe Le Prince, à mes oncles et cousins de la caste du côté de Madina. Bien. Et puis Kenyans. Ils ont entendu. Alors Uri, entre 90 millions et 55 millions, il y a une différence de 35 millions. Tout à fait. Pourquoi cette différence? Alors, entre MTN et Orange, quelle est en tout cas cette transaction qui a profité On sait que à la Guinée? Orange crierait déjà une sorte d'injustice. Mais forcément, Uri. Même si ce relais est assuré par d'autres gens sur la toile un peu partout. Non. Mais est-ce qu'il en est exactement ainsi? La question est là. En attendant qu'on ait l'explication, moi-même je crie à l'injustice. D'ailleurs, quand vous divisez 90 millions par 12 millions d'habitants, chaque Guinéen peut avoir 7,5 $. 55 millions de dollars divisé par 12, les Guinéens n'auront que 4,5 $. La différence est énorme. Bonjour au gouvernement guinéen. Talibé, hier on en parlait dans cette émission, comme quoi le président de la République avait fait cette remontrance aux membres du gouvernement. Tout à fait. Aux secrétaires généraux, mais aussi à certains chefs de cabinet. Decon avait tendance à peut-être nier cela pour dire que le président s'est exprimé, en tout cas à ses cadres, en père de famille. Non, pas en père de famille, parce que vous savez que actuellement il y a un département qui manque de visibilité en termes de résultats. Donc, il y a le Conseil des ministres qui a abordé dans le même sens. Je prends le titre, le point 1 du rapport, où il est dit que le président de la transition a rappelé l'importance qu'il attache à la mise en œuvre dans les plus brefs délais d'un plan d'action opérationnelle assigné à chaque département ministériel. Ce plan d'action détermine les projets prioritaires en ciblant particulièrement ceux ayant un impact direct sur les populations et réalisable à court terme. Et plus loin, il indiquait ceci. Un groupe de travail composé de cadres de la primature et de l'administration et de contrôle de grands projets a été installé à la primature pour définir des critères précis et concevoir une fiche technique d'information par ministère. Les priorités devront être communiquées avant demain, c'est-à-dire aujourd'hui, vendredi. Que ça soit clair pour tout le monde que ça ne va pas au sein de l'appareil gouvernemental. Comme pour dire que Mamadi continue à insister. Comme pour dire que rien ne va, les ministres n'ont pas encore trouvé, si vous voulez, leur chemin. Et donc,
ça craint peut-être un remaniement. Mais forcément, aujourd'hui, il y a même des équipes qui assistent certains départements à concevoir les plans d'action. Une fois de plus encore, le chef de l'État a une nouvelle fois mis l'accent sur le patriotisme, la loyauté et la collégialité entre les cadres de l'administration. Absolument. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il des divisions, des clans, comme on l'a su? Parce que dans un passé très récent, on savait qu'il y avait quand même des chefs de cabinet plus forts que les secrétaires généraux, parfois plantons même plus forts que le ministre. Absolument. Est-ce que cette division continue à régner? Tout semble à croire que c'est la réalité. Mais on se demande aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être fait pour que ce cabinet ou ces différents cabinets puissent travailler avec leur ministre? On va une fois rappeler au président qu'il faut éviter de parachuter quand même des gens, des cadres dans des n'importe départements comment où ils ne méritent pas. Il y a dans ce gouvernement des secrétaires généraux ou des chefs du cabinet qui étaient des simples communicants. On se demande comment sont-ils arrivés là. Est-ce que les gens continuent à falsifier ou substituer les différents noms, en tout cas, que le président indique pour mettre peut-être leur propre entourage? La question reste posée. Et pour terminer, il ne faut pas que le président continue à menacer. On va revenir. Il a le pouvoir de décret, mais qu'il fasse le remplacement. On va faire un tour de table sur ce sujet parce que il me semble très important qu'on en parle, parce que moi je dis, est-ce que c'est la faute de ces ministres à 100% s'ils n'ont pas de feuille de route? Est-ce que cela ne revenait pas, l'initiative ne revenait pas au Premier ministre d'affecter à chacun des objectifs sur un délai donné? Donc est-ce qu'on ne doit pas lui imputer peut-être cette inaction? Là, la question est posée. Il va falloir qu'on revienne là-dessus. Pourquoi c'est le président qui fait le rappel? Le gouvernement. Voilà. J'ai comme impression que le Premier ministre est complètement effacé. Oui, alors Talibé, un petit mot là-dessus avant qu'on continue. En fait, ce pan du compte rendu du Conseil des ministres vient confirmer la véracité du sujet qu'on a abordé hier par rapport justement à cette rencontre que le président de la République a organisée et qui a mis pêle-mêle ministre, secrétaire général, chef de cabinet pour donc les remonter les bretelles par rapport à l'inaction, en tout cas à l'inopérationnalisation de l'action gouvernementale à sa satisfaction. Parce que quand le président parle de collégialité, ça veut dire qu'il y a comme un esprit justement de démarche solitaire sur certains cadres dans les différents départements. C'est comme si justement les ministres avaient du mal à coordonner l'action de leurs différents départements et plus généralement le Premier ministre n'a pas une même mise, n'a pas le contrôle de son équipe. Et finalement, quand on dit qu'un groupe de travail composé de cadres de la primature et de l'administration et de contrôle des grands projets a été installé à la primature, donc la situation est telle que peut-être qu'on est obligé de trouver une sorte de task force à la primature pour aider le Premier ministre à coordonner la situation. Vous vous rappelez, il y a eu des conseils des ministres ici, donc dans les comptes rendus de ces conseils des ministres, on nous a dit, le Premier ministre s'est plaint du fait que certains ministres avaient déposé leur plan d'action, d'où ils devaient tirer leurs différentes lettres de mission, alors que d'autres ne l'avaient pas fait. C'est comme si le Premier ministre les suppliait ceux qui étaient en retard dans cette opération-là, de pouvoir le faire. Donc, c'est regrettable lorsque le président, avec toutes ses occupations, il a tous les problèmes du pays sur la tête, est obligé, à longueur de conseil des ministres, de remonter les bretelles au gouvernement, de dire aux uns et aux autres, accordez-vous, travaillez ensemble, même si, comme on l'a dit hier, tout cela est aussi lié à la façon dont les uns et les autres ont été désignés sans l'avis de leur ministre. Parfois, certains apprennent qu'ils ont un secrétaire général, un chef de cabinet à la télé, au même titre que nous autres citoyens lambda. Ouri, permettez-moi ce terratum. Hier, je parlais de Caporal, puisqu'on parle du gouvernement. J'ai échangé avec un ministre du gouvernement qui a confirmé pratiquement la position d'Akumba hier. Les victimes de Caporal sont divisées. Il se trouve que les nouvelles autorités ont beaucoup plus avancé dans ce dossier. Il n'y a pas eu de vente de terrain, c'est un bail, mais
il serait même aujourd'hui, en tout cas, le point à l'indemnisation pratiquement d'un versement de plus de 70 milliards de francs guinéens. Mais très malheureusement, il y a même des avocats des victimes qui sont ailleurs pendant que le problème se pose ici. Donc, les victimes sont divisées et pratiquement ne seraient pas en train de dire la vérité. Pas de vente de ce côté et le gouvernement tient à ce que toutes ces victimes soient quand même dédommagées et le dossier avance très bien selon mes informations. En tout cas, on va regarder tout ça de près. Merci Lincoln.